Allez, c'est parti. Donc, transfert des données avec le résistographe. Donc, le plus simple, il y a un module Bluetooth. Donc, faut faire l'appareillement avec l'ordinateur. Ça marche assez mal. Donc, le plus simple, c'est de le brancher par câble. C'est un câble USB. On a ici, à côté du module Bluetooth, un cache. Il suffit de le faire coulisser. Et après, glisser le câble USB et le brancher ici. Par là, petit. Après, il n'y a qu'à le brancher en USB sur l'ordi. Attendre un peu qu'il soit reconnu. Donc ensuite, pour le transfert des données, il y a un logiciel spécifique qu'il faut installer sur l'ordi. Le logiciel, il est stocké dans cette clé qui est dans la boîte là. Donc ça vous met cette petite icône là qui ressemble à un pistolet laser, mais qui doit représenter le résistographe. Ça s'appelle PD Tools Pro. Donc il y a trois menus là-haut. File, c'est pour ouvrir des fichiers que vous avez déjà récupérés dans le résistographe. Et IML Resi, c'est pour justement transmettre les mesures. Donc vous avez transmettre les mesures automatiquement, c'est pour quand vous le branchez, il transmet tout. Effacer les mesures après la transmission, c'est pour que ça les efface dans le résistographe. Donc nous, on va prendre la première qui est transmettre les mesures. Donc il vous demande le dossier où vous voulez les mettre. Donc alors vous pouvez aussi créer un nouveau dossier. Hop. Je vais mettre 1000 DC. Hop. Il vous crée le dossier et vous pouvez enregistrer toutes vos mesures dedans. J'étais encore en train de visualiser les données. Donc j'ai appuyé longtemps sur ce bouton-là pour revenir au menu de base où il nous affiche tous les paramètres. On va réessayer. Et voilà, donc c'est parti. On avait 18 mesures. Il est en train de toutes les transférer entre le résistographe, voilà, et le dossier que je viens de créer. Donc on peut regarder sur l'appareil là, comme j'ai pas mis effacer les mesures, sur l'écran on voit qu'il y a encore 18 mesures. Donc une fois qu'elles ont été transférées, en fait, vous voyez qu'il ne se passe rien du tout. Tout simplement, il faut aller les ouvrir une par une, il faut aller les récupérer, donc en faisant File, Open. Vous allez dans le dossier, donc il se met directement dans le dossier qui vient d'être créé, et on retrouve nos mesures. Donc c'est des fichiers spécifiques pour l'instant à l'appareil. C'est du RGP, ouais. Donc on peut aller prendre la dernière, par exemple, la 18. Donc quand on l'ouvre, voilà ce qu'il nous donne. Il nous affiche tout de suite un graphique avec en abscisse la profondeur de perçage. Donc ça va de droite à gauche. Donc là, on refilmera la rondelle tout à l'heure, donc ça va de 0 à 30. Et on peut afficher les deux grands paramètres. Donc là, vous voyez, alors ici c'est un peu compliqué, mais il faut les retrouver. Donc là, j'ai voir le drill graph, c'est la résistance au perçage. Et ici, les trois boutons suivants, c'est le feed graph, et c'est la résistance à l'avancement de la mèche, au fait qu'on progresse dans le bois. Donc si je décoche les deux, là, vous voyez, j'en ai aucun. Donc si je coche ici, c'est la résistance au perçage. Donc après, je peux colorier ou pas la courbe. Je peux la mettre devant ou en arrière. Et puis après, je peux mettre la deuxième. Je peux la remplir aussi. Donc là, vous voyez que j'ai en vert la résistance au perçage et en bleu la résistance à l'avancement. Donc les deux sont très bien corrélés, mais il y a des différences. Les différences principales, c'est que la résistance au perçage, donc je vais enlever la résistance à l'avancement, voilà, donc il ne reste plus que la résistance au perçage, donc on va de droite à gauche. La résistance au perçage, plus on progresse dans le bois, pour un peu que la mèche dévie, on va avoir des frottements, pas uniquement sur la partie affûtée de la mèche, mais aussi sur le corps de la mèche, sur la tige. Et plus on progresse à l'intérieur du bois, mais finalement, plus ça va augmenter l'amplitude, la résistance, hein, tout simplement parce que c'est lié au fait que le corps de la mèche, il frotte. Et donc là, on va refilmer la rondelle tout à l'heure, mais c'était une grande rondelle. À la fin, c'était du bois qui était très dégradé. Et on voit qu'on a encore une résistance qui est liée tout simplement au fait que la mèche est frotte.
mais c'est pas du tout c'est le corps de la mèche qui frotte. Et si on regarde, donc je vais enlever la résistance. Vous voyez là, on voit la petite flèche qui tourne pour bien indiquer que c'est la résistance au perçage, donc je l'enlève. Et là, il y a une flèche comme ça, c'est la résistance à l'avancement. Et on voit que la résistance à l'avancement, quand on arrive au-delà de 26 cm, là, sur la partie pourrie de la rondelle, ça s'écroule parce que ça rentre comme dans du beurre. Et si je mets les deux ensemble, voilà ce que ça donne. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc ça, c'était les 3 boutons ici et les 3 boutons là. C'est pour voir les deux paramètres mesurés, les courbes des deux paramètres mesurés. Je peux ici échanger le graphe. Il y en a à me le dire de droite à gauche, c'est pas évident. Moi, je suis gaucher, ça me va bien. Mais on peut mettre le graphe en miroir. Et donc, cette fois-ci, on a un graphe qui est plus, pour certains, plus logique, où on a effectivement le début du perçage à gauche et la fin à droite. On peut changer d'échelle. Donc ici, alors c'est un vieux logiciel, hein, on zoome pas avec la molette. On zoome en cliquant sur le bouton. Donc là, un facteur en 5, un facteur 2. Et puis voilà, hein, c'est assez simple. Après, on a d'autres boutons là, qui sont encore plus pour zoomer d'une manière différente. Donc si vraiment vous voulez zoomer, donc c'est intéressant parce qu'on peut voir... On voit vraiment les alternances hein, des cernes, hein, avec le bois initial, bois final. Et puis on voit les zones vers la fin où ça s'écroule. Là, ça s'écroule un peu au milieu. On passe les cernes et après ça s'écroule. Donc ce qui va être intéressant, c'est que je vais aller chercher la rondelle et on va essayer de regarder ce qui a bien pu se passer. On avait dû percer comme ça, non? Si je me souviens bien. Oui. Là, non. Ouais. Donc voilà la... C'est reparti, Nils? Oui. Donc voilà la rondelle. Donc vous voyez qu'ici, normalement, j'ai à peu près 14 cm avant d'atteindre la moelle. Et après, j'ai 11 cm avant d'atteindre une zone qui semble dégradée. Donc j'ai 25 cm. Donc a priori, vers 14 cm, je vais avoir l'amplitude qui va diminuer, parce qu'on sait que la moelle est toujours bien moins dense. Hein. Et puis après, on va repartir. Et on va finir dans une zone très peu dense. Donc si je dézoome, on revient normal. Toc. Je vais peut-être en prendre qu'une. Non, je peux mettre. Alors, on peut aussi mettre les deux l'une au-dessus de l'autre. C'est le petit bouton qui est ici là. Toc, on peut. Et donc là, donc sur celle dessus, je peux mettre. Ah non, bah les deux, il les met ensemble. Bon, bah, c'est pas grave. Tu couperas ça, Nils. Parce qu'en fait, c'est qu'il a juste mis de 0 à 20 ici, et il a continué là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit effectivement le début, là, les cernes. Donc, on est dans cette partie-là, hein, donc on voit l'alternance de cernes. Et on voit que vers 12 cm, bah, ça s'écroule parce qu'on arrive sur la moelle. Donc, toute cette zone-là, ça correspond à la moelle, à cette zone centrale ici, là, qui est la zone où à partir de laquelle les premiers cernes sont formés. Hein. Et on voit ensuite, bah, bien sûr, on a en miroir bah, le cerne identique à celui qu'on a mesuré, hein, mais sur une orientation qui est différente. Et on retrouve cette alternance de bois initial, bois final. Et on voit dessous, là, quand on arrive vers 26 cm, donc ce qui correspond à mon réglé un peu court, mais... et puis j'y vois rien. Mais là, je suis à 20. Là, je suis à 20. Donc là, je suis à 6 à peu près. Donc effectivement, quand j'arrive vers les 26 cm, eh ben, j'ai mes amplitudes qui s'écroulent. Donc le bleu, c'est la résistance à l'avancement qui s'est complètement écroulée. Donc la mèche rentre comme dans du bois qui est très dégradé. Par contre, le vert s'écroule pas tout de suite parce qu'on a encore une résistance au perçage qui est liée à ce que je disais tout à l'heure, au frottement de la mèche sur bah, tout le bois ici. C'est d'autant plus vrai, là, cette résistance qui reste, voire qui augmente, hein, bah, plus la profondeur de perçage est importante, et aussi plus la déviation est importante. Parfois, quand on perce, bah, la mèche à l'intérieur, elle peut prendre, bah, pas autant que ça, mais elle peut se déformer un peu, ou même carrément percer comme ça. Donc forcément, ça fait plus de frottement, et donc de résistance à la rotation, alors que la résistance à la progression et à l'avancement, elle est moins impactée par ce défaut-là. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les facteurs de zoom, ces autres facteurs de zoom également. Dans les menus, ce qui est intéressant dans Data, on peut faire ce qu'on appelle assessment, c'est-à-dire que sur vos courbes comme ça, vous pouvez dire bah, de tant de centimètres à tant de centimètres, et là, choisir des commentaires que vous mettez. Donc, c'est du qualitatif. Vous pouvez dire, bah, là, c'est pourri, de là à là, c'est sain. Par exemple, si on imagine que notre rondelle, c'est une poutre,
Quand je vais l'avoir percé, ben, je vais savoir qu'a priori, j'ai 25 cm qui sont sains, et après j'ai 5 cm où je me demande ce que c'est. Et je peux le faire là, ça me permet de d'enregistrer tous mes commentaires d'analyse sur le fichier. Toujours dans Data, on peut bon, retransférer les mesures, on peut moyenner la courbe, bon. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que je peux commencer l'analyse de cerne. L'analyse de cerne, alors attendez, je vais le faire que sur... je vais prendre la résistance au perçage, je vais zoomer un peu. Tac. Et l'analyse de cerne, vous voyez, quand je vais sur le graphe, ça peut se bouger. J'ai un trait qui apparaît, et je clique à chaque fois que je suis en haut d'un cerne. Donc là, on considère que, bon, au départ, c'est un peu l'écorce est perturbée, c'est parti. Là, c'est ma première année. Deuxième année, hop, troisième année. Donc il y a des logiciels hein, qui détectent les pics automatiquement, mais là, on peut le faire à la main. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, dans cette petite fenêtre, ça vous calcule bien sûr le numéro de cerne et la largeur de cerne. Donc j'étais à 2,8 mm, 4 mm, 3 mm. Et donc, si je veux faire de l'analyse dendrochrono, bah, ça peut me donner ma largeur de cerne en fonction... et donc ça, après, je peux même la recaler sur des séries temporelles si je veux dater mes bois. Parce qu'il y a des séries temporelles qui existent. En fonction des variations d'amplitude et largeur de cerne, qui dépendent de nombreux facteurs, mais l'un des facteurs, c'est la météo. Donc, comme la météo est identique suivant certaines régions, donc je continue mon analyse. Hop, et donc là, j'arrive à peu près au niveau de la moelle. Donc, cette rondelle, j'ai 24 cernes. 24 cernes, et on voit qu'au départ, c'est un arbre qui a poussé assez rapidement. J'étais plutôt sur du 7-8 mm. Puis après, assez vite, je suis passé sur du 5, du 3, du 4, petit à petit. Il y a certainement eu des éclaircies où il est reparti. Donc c'est des éclaircies, ça tape effectivement vers la 10e année. Et puis après, on voit ça rediminue tranquillement pour atteindre 2-3 mm sur la fin. Donc là, je suis arrivé au centre à peu près. Hein. Bon, je pense que là, il y en a une autre là. Donc vous voyez, quand le bois est dégradé, c'est pas évident hein, forcément de faire les cernes, mais ça donne de bonnes indications. Et donc c'est un très bon moyen de regarder la largeur de cerne, l'évolution de la largeur de cerne, et aussi, bien sûr, on le voit à la fin, là, on a une dégradation nette de la largeur. Donc on peut le sauver. Donc ça sauve à chaque fois, c'est un très vieux... c'est un très vieux logiciel là. Il sauve en TXT, mais le TXT, nous, ça nous va bien. Parce que le TXT, vous pouvez après le importer sous Excel. Donc ça, c'est parfait. Autre menu, vous pouvez aussi l'exporter. Donc là, vous pouvez le sauver, mince, pardon. Vous pouvez le sauver, le fermer, mais il y a export, et vous le réexportez en TXT. L'EMF, je pense pas que ça sera plus pratique, donc on peut le sauver en TXT. Ce qui fait qu'après, si je vais dans le dossier de Niels, que j'avais créé tout à l'heure, donc je retrouve mes mesures, et le TXT qui est ici. Donc soit ça l'ouvre avec le bloc-notes, mais le plus simple c'est quand même l'ouvrir avec Excel. Ah, t'as vu, il y a même le commentaire. Il y a même le commentaire. Oui, qu'on a mis sur la machine, il y a marqué Niels. Ah punaise, c'est pénible ça. Bon alors, dégage, tu feras une coupe. Donc vous ouvrez Excel, et à partir d'Excel, vous faites ouvrir, parcourir, téléchargement, Niels. Là vous mettez tous les fichiers, TXT, ouvrir. Alors il va vous demander pour l'import comment vous voulez qu'il soit, importé. Donc c'est normalement délimité par des espaces. Voilà, délimité par des espaces. Non, c'est pas ça. Raté. Attends, regarder, tu recouperas Niels parce Ouais. que. Pas terrible. Ah si, peut-être celle-là. Non, pas terrible. On va le refaire. Donc, reprenons.
Pourtant, là, c'est marrant, j'ai l'impression que ce sont des virgules qui sont là, non? Oui, il y a des virgules. Ouais. Ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Donc, délimité. Délimité par des virgules. Terminé. Pourquoi il y a plein de zéros là? C'est les... En fait, il n'y a rien. C'est un peu... C'est un fichier qui est rempli de zéros. Trop chelou. Alors attends, on va le refaire. On va rouvrir un fichier. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Peut-être que celui-là. Donc on va prendre le 17 par exemple.